Moi, ça va être, on va pas être dans le diagnostic radiologique, mais on va peut-être être plutôt dans un diagnostic étiologique. Et donc ça, je vais vous présenter le cas d'une patiente de 41 ans sans antécédents et depuis mi-février, elle présente des céphalées frontales récentes modérées associées à un flot visuel bilatéral avec des éclipses visuelles. Elle a été admise 2 mois après l'examen neurologique et un œdème papillaire stade 3 et le reste de l'examen était sans particularité. Donc on est devant un tableau céphalée flot visuel, tableau d'HTIC sans signe de focalisation. Et je vous montre l'imagerie. Oui. Donc l'imagerie, bien sûr, on commence par un scanner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut interpréter? Donc rapidement. Quelqu'un. C'est un scanner non injecté. Je pense qu'il y a une anomalie qui est quand même claire, je pense. Bon, sur le parenchyme, on ne voit pas grand-chose. Il n'y a pas d'ischémie, il n'y a pas d'hémorragie. Et il y a une hyperdensité spontanée du torcular, je pense, en bas. Après, moi, j'aimerais bien voir le sinus caverneux. Oui, on peut voir l'IRM. Donc, c'est ce que moi j'ai sur Adam. Mais pourquoi le sinus caverneux? Un HTIC. C'est un flou visuel, ce n'est pas un trouble oculomoteur. Et donc, sur le même registre, il y a l'IRM et l'IRM qui confirme donc, le diagnostic. On a mais je dirais même, au scanner, c'était confirmé. Je pense. Oui, oui, bien sûr. Donc, pour cette patiente, on a déjà commencé l'anticoagulation le soir et le lendemain, on a complété par une IRM encéphalique, donc un hyposignal T2 étoile. Et bien sûr, même sur le T2, on a aussi le sinus longitudinal latéral et le sinus longitudinal supérieur. Donc, l'objectif, donc on est... avancer. Donc on est devant un tableau de thrombose veineuse cérébrale, sinus longitudinal supérieur, sinus latéral droit isolé, c'est une femme de 41 ans sans contraception orale. Donc quel est le bilan étiologique? Sous contraception orale, quel est le bilan étiologique que vous allez demander? Alors, Fauzi. C'est une question. Ah, tu as les Non, non. Oui ou non? Non, non, quel est le bilan? C'est juste pour lister, on va voir après. Tu peux dire un mot, je sais pas, la pratique. Un bilan de thrombophilie avant de démarrer les anticoagulants. Tu veux autre chose? Oui. Quel est le bilan que vous allez faire? Un bilan d'hémostase, voilà. Un bilan d'hémostase. Immunologique. De manière systématique? De manière systématique? Oui, continue. D'accord, on peut... Donc déjà peut-être dans l'autre plaque, donc on parle maintenant dans la thrombose veineuse cérébrale. Oui. Est-ce qu'il y a des signes ORL, mastoïdite, autisme chronique? L'examen général était Des normal. signes systémiques? Non, rien. Pas de contexte de maladie de système. Non, non, rien. Et donc en matière de thrombose veineuse, on parle pas beaucoup d'étiologie, mais de facteurs de prédisposition, donc des conditions de prédisposition et des conditions de précipitation. Et donc, dans les conditions de facteurs de prédisposante, donc il y a les causes bien sûr génétiques, c'est le bilan, c'est le bilan de thrombophilie, et bien sûr, il y a les acquis, en particulier le syndrome des APL, les maladies de système, puis les cancers. Puis après, il y a des facteurs qui vont précipiter cette thrombose veineuse, et que le principal, c'est qu'ils sont liés au sexe, la grossesse, le postpartum, la contraception orale et le traitement hormonal substitutif. Puis après, il y a les causes locorégionales, donc les infections ORL intracrâniennes, un traumatisme crânien, une chirurgie intracrânienne, des causes systémiques, une déshydratation sévère, un sepsis et des causes bien sûr médicamenteuses. Donc on parle pas beaucoup d'étiologie ou de causes, mais généralement de facteurs qui vont prédisposer ou des conditions de prédisposantes ou de précipitation et qui sont souvent transitoires. Pardon, micro. Quand tu dis des facteurs précipitants, Oui. c'est-à-dire qu'il faut malgré tout rechercher les facteurs de prédisposition?
Parce que cette classification, elle prête à confusion. C'est-à-dire, c'est des facteurs précipitants et qui sont transitoires, mais Oui. sur une susceptibilité génétique. Et On donc, va répondre à cette question par rapport à ça. Donc déjà la première question, est-ce que la ponction lombaire est systématique dans le bilan étiologique? Oui, non. Est-ce que vous pouvez voter? Juste préciser, PL diagnostic. non PL diagnostic, non, pas thérapeutique. pas thérapeutique. La thérapeutique, c'est professeur Blaise. Donc, est-ce que vous faites systématiquement une ponction lombaire devant une thrombose veineuse cérébrale? Donc, les 2/3 disent non. D'accord, c'est déjà bien. Donc on va essayer de répondre à cette question à travers la littérature et bien sûr sur la littérature, les recommandations américaines et les dernières recommandations européennes. La PL n'est pas systématique, elle est uniquement indiquée lorsqu'il y a un contexte infectieux ou lorsqu'il y a des arguments pour une maladie inflammatoire ou systémique. Donc est-ce qu'on peut passer à la... Est-ce que le bilan de thrombophilie est systématique? Oui, c'est bien. Parce qu'il y a en plus des thromboses post-ponction lombaire. C'est pour ça qu'il faut vraiment éviter au maximum et la faire que si vraiment il y a une indication claire. Est-ce que vous pouvez répondre bilan de thrombophilie systématique? Ça veut dire thrombophilie, tu veux dire les antithrombines, mutations, tout ça? Oui, oui. La plupart disent oui. La plupart disent oui. Moi, c'est pour ça que j'ai dit le terme systématique. Systématique, non. Moi, la question, c'est est-ce qu'il faut la faire de manière systématique? D'accord. Donc, on peut avancer? Par contre, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. Moi, je le fais de façon systématique, même devant un B7. Je dis parce qu'il y a beaucoup généralement des facteurs. Le B7, il s'associe fréquemment à des choses. En tout cas, dans ma pratique, moi, je le fais systématiquement, mais peut-être je me trompe, tu auras raison, je ne sais pas. même au cours de la maladie de B7, il y a des recommandations, c'est-à-dire vous traitez la maladie de B7 et vous demandez, parce qu'on peut avoir une... Mais c'est ça, on va arriver. Ça, c'est la question, est-ce que ça va conditionner? Parce que la question qui va se poser, c'est que est-ce que la thrombophilie est un élément décisif pour maintenir ou non une anticoagulation? Et on va voir. Donc déjà sur les recommandations américaines, par rapport aux anticorps antiphospholipides, donc on les fait, il est recommandé de les faire. Par rapport au bilan de thrombophilie héréditaire, donc ce n'est pas recommandé de manière systématique. Et encore plus, même si on a donc une topographie inhabituelle, et bien sûr la thrombose veineuse cérébrale, c'est un site qui est inhabituel, donc ce n'est pas recommandé. Pardon. Oui. Donc ça c'est les recommandations. Donc le dépistage n'est pas sur les recommandations américaines. Donc il n'est pas recommandé, il n'est pas bénéfique. Sur les recommandations européennes, donc ils ne conseillent pas ça. Donc c'est pas une contre-indication. Ils disent pas qu'il ne faut pas le faire. Mais dans l'explication des recommandations européennes, on peut les faire s'il y a des conditions particulières, c'est-à-dire il y a des signes cliniques qui peuvent évoquer une thrombophilie sévère, et ils disent les antécédents personnels ou familiaux de thrombose veineuse, le sujet jeune, et donc une thrombose veineuse sans facteur de risque. Et ça peut-être, ils ont insisté beaucoup sur ces dernières années, on va raisonner plutôt thrombose veineuse provoquée ou non provoquée. Et c'est ça peut-être qui va diriger le bilan et bien sûr la stratégie thérapeutique. De grade de B, ça c'est par rapport aux recommandations. Donc c'est des recommandations qui sont très faibles. Moi je l'ai mis parce qu'il y a peu d'études et ils sont tous extrapolés par rapport aux thromboses veineuses qui sont plus systémiques. Si j'ai une petite remarque, parce que j'avais étudié aussi cet aspect. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'études qui ont montré l'intérêt. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'études qui ont montré l'intérêt que
faut pas le faire, parce que d'ailleurs, ils mettent, juste après, je pense que tu l'as déjà vu, un point de bonne pratique. Oui. Il faut le faire chaque fois que c'est... Lorsqu'on dit, par exemple, chez la femme jeune, qu'est-ce que ça veut dire par jeune? L'autre patiente, il est jeune, il a 40 ans. Ça veut dire comme point de bonne pratique, il faut le faire. Mais peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui ont confirmé l'intérêt. Après, on va voir peut-être après, on va regrouper un petit peu les morceaux et on va voir ce qu'il faut peut-être, la meilleure démarche. Avancer. Donc, à quel moment faut-il réaliser le bilan de thrombophilie? Avant un traitement anticoagulant ou après la fin de traitement anticoagulant? Pas de question au cours du traitement anticoagulant. C'est un cas clinique un peu provocateur, on va dire. Oui, donc on va voir. Donc la littérature, qu'est-ce qu'elle va dire? On peut avancer. Donc sur les recommandations, donc c'est pas recommandé de le faire à la phase aiguë parce qu'il y a plusieurs situations qui vont perturber ce bilan de thrombophilie. Et on ne va pas savoir comment l'interpréter. S'il est normal, on va dire peut-être c'est perturbé, il faut le répéter. S'il est anormal, peut-être ces anomalies sont liées à la thrombose, sont liées peut-être au contexte de la grossesse, du postpartum. On va le refaire après. Et donc les recommandations, donc, c'est de les faire donc 2 à 4 semaines après l'arrêt de traitement anticoagulant. Et vous voyez ici par rapport à ça, donc une thrombose étendue, une CIVD, donc il y aura une consommation de facteurs de coagulation, protéines S, protéines C, on ne va pas pouvoir les faire. Pendant la grossesse, la contraception et le traitement hormonal substitutif, l'antithrombine et la protéine S, on ne va pas pouvoir les faire. Sous anticoagulant, donc la protéine S, C et l'anticoagulant lupique, on ne va pas pouvoir le faire. Le traitement, l'antithrombine, oui, sous AVK. La mutation, donc les mutations, on peut les faire. Même les anticorps anticardiolipines, anti-bêta-ADA, ils recommandent de les faire 12 semaines après l'événement thromboembolique. Donc vous voyez, donc il y a beaucoup de situations. Il faut voir chaque bilan, il faut le faire à un timing particulier. On ne va pas fragmenter le bilan thrombophilie. Et de toute façon, ça ne va pas répercuter la durée de traitement. On va raisonner, on va faire le traitement, on arrête. Et si on veut faire le bilan, on arrête 2 semaines, 4 semaines et on fera le bilan étiologique. Est-ce qu'on peut avancer? Donc la 4e question, que considérez-vous comme thrombophilie majeure parmi le bilan cité? Donc vous pouvez faire des choix multiples. Majeur, sévère, thrombophilie sévère. Parce que généralement, donc, le bilan de thrombophilie, il y a les thrombophilies sévères et les thrombophilie mineures. Qui peut-être on va les intégrer s'ils sont associés à d'autres facteurs, on peut mettre un traitement au long cours. Donc oui, moi je pense qu'il y a une tendance, donc l'antithrombine 3, les mutations homozygotes et les anticorps, donc ça c'est ce qui est considéré, on peut avancer. Ce qui est considéré comme thrombophilie majeure, et vous voyez, donc c'est essentiellement les anticorps antiphospholipides, donc la mutation homozygote facteur 5 et facteur de prothrombine facteur 2. Par contre, la protéine S et la protéine C et les mutations hétérozygotes ne sont pas considérées comme thrombophilie majeure. Est-ce qu'on peut avancer? Et donc, bien sûr, pour les conditions de thrombose sévère, c'est les cancers actifs. Thrombophilie sévère, donc c'est le déficit en antithrombine, le syndrome antiphospholipide. Par rapport aux mutations homozygotes, moi j'ai vu dans la littérature, il y en a certains qui l'intègrent comme facteur majeur, plutôt les Américains, donc, et les Européens, ils disent que non, ce n'est pas un facteur majeur. Moi j'ai préféré la mettre dans les facteurs majeurs. Et donc cette situation-là va peut-être impacter la durée de traitement. Est-ce qu'on peut avancer? Et donc, ça, c'est un article publié au New England. Et donc, ça répond aux 2 questions. Donc, principales, donc, il faut mettre le bilan, on le fait à la fin de traitement. Et bien sûr, il faut identifier l'objectif de traitement
pourquoi on veut faire le bilan de thrombophilie. Et ils disent ici, donc, c'est que le bilan de thrombophilie ne doit pas être le seul critère sur lequel se baser pour décider de la durée du traitement anticoagulant. Avancez. Et donc, sur une revue de 187 thromboses veineuses cérébrales, donc dans cette étude, on a essayé de voir quels sont les facteurs prédicteurs. Donc, on analyse multivariée de récidive de thrombose veineuse. Et ce qui sort, donc, c'est l'antécédent de thrombose veineuse, les cancers, l'hémopathie et les thromboses veineuses d'origine inconnue, donc non provoquée. Et vous voyez, dans analyse univariée, il y a le bilan de thrombophilie, mais qui ne sort pas en analyse multivariée. Avancez. Et donc, moi, je vous propose peut-être cet arbre décisionnel. Lorsqu'on est devant une thrombose veineuse cérébrale, lorsqu'elle est provoquée, il y a des conditions donc, qui sont transitoires, grossesse, postpartum, contraception orale. A priori, donc, il y a le bilan de thrombophilie, il est non systématique. Lorsqu'on est devant une thrombose veineuse qui est provoquée, ou lorsqu'il y a des antécédents de thrombose veineuse personnelle ou familiale, ou de thrombose récidivante, le bilan de thrombophilie, il est systématique, et il faut le faire, et a priori, après la phase aiguë, 4 semaines après l'arrêt de traitement anticoagulant, et il faut tenir compte des facteurs de récurrence de récidive, le cancer actif, la thrombophilie majeure, les thromboses veineuses non provoquées et les antécédents de thrombose veineuse. Est-ce qu'on peut avancer? Et donc, par rapport au message, donc la PL, il n'est pas systématique uniquement s'il y a un contexte, c'est-à-dire la fièvre ou une maladie de système. Le bilan de thrombophilie, il est non recommandé de manière systématique. En vie réelle, on le fait tous. Et donc, il faut savoir l'interpréter de manière un peu plus intelligente, c'est-à-dire, donc, il faut le faire déjà après un traitement anticoagulant. Il ne doit pas être le seul argument pour guider la décision de maintenir ou non le traitement anticoagulant. Il faut plutôt raisonner thrombose veineuse provoquée ou non provoquée. Donc, lorsqu'on a une thrombose veineuse qui est provoquée, c'est-à-dire on a un facteur associé, donc généralement, a priori, on n'a pas besoin, et même si on fait le bilan, c'est plutôt... même si on est devant une anomalie de thrombophilie, à elle seule, elle est insuffisante pour entraîner une thrombose veineuse. Et c'est plutôt le facteur donc, associé qui a prédisposé à faire cette thrombose veineuse. Et en contrôlant ce facteur de décompensation, donc le patient, le risque de récurrence, il est faible, mais par contre, lorsqu'on est devant une thrombose veineuse non provoquée et on trouve un bilan de thrombophilie, ça veut dire que ce bilan de thrombophilie, à lui seul, il a pu entraîner une thrombose veineuse, et bien sûr, ça va être un argument pour maintenir une anticoagulation au long cours. Merci. Oui, donc, deux commentaires.